Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le fauteuil Frédéric Geoffroy. Salut Frédéric, comment vas-tu ? Salut Marine et bonjour à tous, ça va bien ? Très contente de te retrouver. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, Fred, toi tu es directeur de communication à temps partagé, formateur, auteur et mentor d'entrepreneurs. C'est le quatuor gagnant que tu proposes pour aider les entrepreneurs et les dirigeants qui veulent communiquer à développer leur notoriété, à prendre la parole auprès de leur public. Ça fait pas mal de cordes à ton actif. Mais il y a pas mal d'années derrière aussi. Effectivement. Est-ce que tu peux nous balayer très rapidement ton parcours pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi ? Alors très rapidement, essayer de balayer 40 ans. En fait, j'ai démarré ma carrière en 1984 en tant que salarié en agence de RP. Très vite, en 89, à 25 ans, j'ai monté ma première entreprise, puis une deuxième 2 ans plus tard, puis une troisième 2 ans plus tard à nouveau, sachant que les 2 premières, je les ai fusionnées pour en faire une agence un petit peu plus importante. Et toute l'aventure a duré pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, j'ai fermé ma boîte j'ai vendu ma clientèle. Et là, j'ai fait un break de 2 ans. Et après, j'ai recommencé à retravailler après ce break que j'ai fait pour m'occuper de mon fils. Et ensuite, j'ai redémarré, j'ai travaillé chez Havas pendant 1 an. Après, j'ai travaillé chez WPP également pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et là, j'ai recommencé après à monter une autre boîte en 2004. Et après, j'en ai monté une autre en 2007 et après une autre en 2000, je sais plus, après les années 2010. Et en 2015, j'ai tout arrêté. J'ai vendu également ma boîte, la plus grosse. Et là, j'ai changé de statut. C'est là où je me suis positionné en 2015 comme directeur de la communication à temps partagé. Donc là, avec toujours une entreprise, mais tout seul. Et du coup, maintenant, je vends mes prestations en tant qu'indépendant dans plusieurs entreprises à la fois. Voilà. Et aujourd'hui, on arrive au final avec également donc de la formation en entreprise sur les techniques de communication, auteur donc de bouquins, on en parlera peut-être plus tard, sur la communication également, et j'accompagne des entrepreneurs en tant que mentor dans leur création ou pour rebooster leur entreprise qui existe déjà. Voilà. Génial. Donc vous l'aurez compris, Frédéric, c'est une personne expérimentée et aujourd'hui, je le fais venir pour voir comment on peut bâtir une stratégie de communication hors média. Alors la première question que je vais te poser, Fred, c'est qu'est-ce que toi tu entends par hors média ? En fait, dans la communication, on distingue 2 grandes techniques. Tu as le média et le hors média. Alors pour la petite histoire, je ne sais pas si ça peut intéresser ton public. En fait, dans les années 50, début des années 1950, il y a une entreprise américaine, enfin ils étaient plusieurs, mais en tout cas la leader c'était Procter & Gamble. Ils ont décidé en fait de ne plus payer le même montant d'honoraires aux agences de com en fonction de l'expertise qu'ils allaient faire. Et donc en fait, ils ont mis tout ce qui était publicité qu'on appelle le média en haut, et c'est ça, ils appelaient au-dessus de la ligne, donc above the line. Alors excusez-moi pour l'accent anglais. Et puis en dessous, ils mettaient donc below the line, ils mettaient tout ce qui était hors de la publicité. Donc en fait, le média, c'était tout ce qui concerne l'achat, la publicité, et tout ce qui est hors média, ce sont tous les autres métiers qui ne sont pas concernés par l'achat. Donc là, on a l'édition, les RP, l'événementiel, la promo, le marketing et aujourd'hui le digital. Alors effectivement, la partie pub, par contre, qu'on vous retrouve sur le digital ou autre, elle reste dans la partie média. Donc le hors média, c'est tout ce qui n'est pas achat publicitaire. Ok, super. Et
Est-ce que tu peux nous dire quel type d'entreprise ou quel type d'entrepreneur a besoin d'une stratégie de communication, spécifiquement hors média, et pourquoi? Alors en fait, je pense que toute entreprise, quel que soit le type d'entreprise, ont besoin d'une stratégie de communication, qu'elle soit petite ou que ce soit une multinationale. Mais bien évidemment, en fonction au même titre en fait, on a besoin d'une stratégie de com au même titre qu'une stratégie commerciale ou RH ou financière. Toutes les bases de l'entreprise, même le service R&D aussi a une stratégie. Euh, mais on doit l'adapter effectivement en fonction de ses moyens et de ses objectifs. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Marcel Bleustein-Blanchet, vous savez, qui était le fondateur de Publicis, qui a dit: la publicité, c'est peut-être du vent, mais c'est ce vent qui fait tourner les moulins. Donc, comme tu vois, Marine, sans stratégie de com, ça va être plus compliqué de réussir. On pourra pas faire tourner son petit moulin. Voilà. Donc non, la stratégie de communication est aussi importante que les autres stratégies, enfin les autres strates dans une entreprise, qu'elle soit donc financière ou autre, ou commerciale, etc. Ok. Et avec tes années d'expérience, est-ce que toi, tu as repéré des prérequis à travailler pour justement bâtir sa stratégie de communication pour qu'elle soit vraiment au service de son business? Oui, bien sûr. Alors, il y en a, moi j'en retiens trois majeurs. Donc le premier, alors c'est le plus important, on en a déjà parlé un peu de temps ensemble quand en fonction de nos différents échanges, c'est de se poser les bonnes questions. Avant de se lancer dans sa recommandation, sa stratégie de communication, il faut se poser les bonnes questions avant de rencontrer son client et avant de se lancer dans la rédaction. Donc ça va nous faire gagner du temps en fait. Donc la première question à se poser, c'est toujours, c'est une des règles d'or essentielles que j'aime beaucoup, que je répète régulièrement. N'oubliez jamais que c'est pas ce que vous dites qui compte, c'est ce que l'autre va percevoir. Donc à partir de ce principe-là, attention à tous vos messages. Quoi que vous disiez, vous devez être compris par tous. Donc dans votre roco, ça va être très important. Donc les questions qu'on peut se poser pour ça, c'est le fameux quoi. Donc quel est le produit ou le service ou l'action ou le projet? Qu'est-ce qu'on va vouloir promouvoir dans cette stratégie? Donc ça, c'est important de se poser cette question-là. Pourquoi aussi? Pourquoi? Quels sont les objectifs? Est-ce que ça va être des objectifs de notoriété ou d'image? Tout à l'heure, on aurait pu faire un petit focus aussi quand on a parlé tout à l'heure du média ou hors média. C'est une petite, c'est une information qui est importante. Quand on fait de la communication du média, on est là pour développer l'image de marque. Hein, le média, on est dans l'immédiateté. Donc l'achat, tu vois, la pub, on achète quelque chose, ça passe entre guillemets immédiatement. Tu peux avoir une page de pub tout de suite dans un magazine ou un spot dans une radio. Donc là, on est dans l'image de marque, c'est l'immédiateté. Si tu fais du hors média, on est dans l'image de notoriété. Donc là, on va être plutôt à moyen long terme. Effectivement, si tu fais une campagne de RP, un article, il va pas apparaître immédiatement. Le bureau de presse va contacter le journaliste, il va y avoir des échanges, il va y avoir l'envoi, et puis la périodicité du magazine, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 4 mois, ça dure assez long. Donc on est plus dans un moyen long terme. Donc en fonction de la communication que tu vas choisir, est-ce qu'elle sera média ou hors média, ton objectif peut être aussi différent. Aussi pour qui? Auprès de quelle cible tu vas vouloir communiquer? Et aussi, enfin, qui la cible et de qui? Qui va être le porte-parole de l'entreprise? Est-ce qu'il sera tout seul? Est-ce qu'ils seront plusieurs? Donc là, pareil, il va falloir peut-être former ces différentes personnes. Et puis comment? Enfin, ça c'est très important dans la stratégie de com. Par quel canal? Quel vecteur? Est-ce qu'il faudra aussi les adapter à chacune des cibles? Ça c'est hyper important. Quand? Bien entendu, il y aura un planning. Il faudra dresser un planning dans cette stratégie avec les différentes actions, les différentes, toutes les actions en fait, pardon. Et puis bien entendu, le dernier, c'est combien? Avec quel budget je vais allouer ce plan d'action de communication. Ça, c'est les questions majeures à se poser dès le départ. Ok, donc ça c'était le premier point des prérequis que tu as repéré, Fred, c'est se poser les bonnes questions. On peut utiliser la méthode QQOCQP pour ça.
Et du coup, est-ce qu'on peut passer au deuxième prérequis que toi t'as repéré? Le deuxième point, il est important, c'est la prise de brief. Alors la prise de brief, quand on va rencontrer son, alors on se positionne en tant qu'agence. Si on est en interne, c'est aussi important, mais du coup on le formule un peu différemment. Donc la prise de brief, c'est une étape très importante parce que avant de se lancer dans la réalisation de la reco, s'il y a une mauvaise prise de brief, une mauvaise compréhension, forcément les données vont mettre en péril ta note. Parce que si t'as pas bien compris ton brief, forcément ce que tu vas proposer ne va pas correspondre et au final, tu vas te planter dans ta recommandation. Oui, forcément. Et le dernier point, c'est peut-être le plus important aujourd'hui, c'est l'évolution de la communication vers une stratégie plus responsable. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit pas encore partout. Moi c'est un petit point qui m'apporte beaucoup et je pense qu'on doit aujourd'hui adapter sa stratégie de communication en prenant compte des impératifs du développement durable. Aujourd'hui votre communication doit être plus sensible aux enjeux écologiques et ça il faut maintenant, dorénavant, l'intégrer dans toute stratégie de communication. Ça, c'est vraiment, je pense, un point essentiel. Est-ce que tu Voilà. pourrais détailler des points justement sur cette prise en compte d'une communication plus responsable? Je suppose que si par exemple tu fais de la communication papier, c'est peut-être pas imprimer 100 000 flyers ou 100 000 publicités, mais c'est être beaucoup plus stratégique sur les endroits où tu vas les disposer par exemple. Alors, il y a ça, tu as raison, c'est un bon exemple, l'impression papier. L'impression papier, alors effectivement, on va peut-être pas en distribuer 100 000. On a peut-être pu tous voir, tout le monde a un peu vu en ce moment la grande distribution et principalement les magasins Leclerc, là, qui ont communiqué un peu sur tous les réseaux, comme quoi ils arrêtaient leur prospectus papier. Ce qui est très bien, même s'ils auraient pu arrêter un peu avant. Mais effectivement, une chose est sûre, alors l'impression papier, il faut effectivement réduire la quantité d'impression, mais il faut également faire attention au type de papier qu'on utilise. Est-ce que c'est un papier normé, fameux PEFC? Est-ce qu'il vient aussi de forêts gérées, qui sont plus responsables, etc. Il y a différents critères comme ça à prendre en compte, et puis dans la mesure du possible, on réduit effectivement le nombre de documents qu'on va faire. Outre le nombre d'exemplaires, on va essayer peut-être d'en faire un peu moins. Si on avait par exemple 4 catalogues dans l'année, est-ce qu'on peut en faire que 2, par exemple? Voilà, déjà ça à réduire. Bon, comme ça, il y a pas mal d'exemples. Et surtout, en fait, la communication responsable. Aujourd'hui, quand on voit les différents documents, alors il y a pour moi une référence essentielle dans la communication responsable que j'ai découvert il y a peu de temps. Ce sont tous les documents et les bouquins qui viennent de l'ADEME. Hein. Donc l'ADEME, c'est l'organe responsable vraiment au niveau de tout ce qui est action environnementale. Et eux, alors ce qu'on voit qui est essentiel dans la communication, ce sont aussi les messages. Il faut effectivement éviter tout ce qui est greenwashing. Une entreprise qui va délivrer un message entre guillemets propre, qui fait bien, qui rend responsable, mais qui n'est pas complètement prouvé ou justifié, il ne faut pas le faire en fait. Il faut pas faire ça. Il faut pas induire le consommateur dans l'erreur ou lui faire croire que son jean, par exemple, qu'on fabrique, il est parfaitement éthique ou responsable, alors qu'on utilise des milliers de litres d'eau pour le fabriquer. Et donc forcément, il est peut-être plus responsable parce qu'ils ont fait telle ou telle chose, mais de là à dire qu'il est complètement vert, c'est pas vrai. Voilà. Donc attention au message et ça, c'est vraiment essentiel, ça. Effectivement, tu le soulignes très bien, les mots ont un impact et tu as cité un exemple qui est très parlant sur le papier, c'est que en fait, quand vous faites une stratégie de communication, quand vous allez réfléchir aux moyens que vous allez mettre en œuvre, que ce soit papier ou digital d'ailleurs, hein, c'est important de mesurer en fait les impacts de vos décisions, de vos choix sur tout l'écosystème de votre business et des entreprises qui gravitent autour. Moi, pour faire une petite anecdote, quand je bossais en milieu industriel, je bossais avec les services marketing pour sourcer les meilleurs packaging, on va dire, pour que environnementalement parlant, il y ait le moins d'impact négatif par rapport à la production. Sachant qu'on le sait, sur l'agroalimentaire, il y a beaucoup d'emballages.
On va pas en parler aujourd'hui. Euh, mais dans tous les cas, c'est important de se dire, ok, on veut passer une information, quel est le meilleur moyen pour le faire, mais quel est le moyen aussi le plus responsable. Donc ça, vraiment, Tout à je vais le fait. souligner. Oui, c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un des points essentiels. Alors, c'est pas toujours évident ni facile en fonction de ton prospect ou de ton entreprise dans laquelle tu es. C'est vrai qu'on n'a pas toujours les moyens, mais je pense qu'aujourd'hui, faut vraiment le mettre comme une priorité. C'est vraiment une priorité essentielle. Oui, et là on parle beaucoup de responsabilité environnementale, mais il y a aussi sociétale. Tu parlais par exemple Tout à d'une fait. fabrication de vêtements, d'un jean. On sait que certaines entreprises qu'on ne citera pas fabriquent des vêtements en ne prenant pas soin des individus qui les fabriquent. Donc ça c'est aussi important quand vous créez une culture d'entreprise, de pas juste l'avoir sur un post-it, c'est de vraiment l'appliquer, de dire que bah, si vous voulez faire des vêtements ou des produits qui soient vraiment responsables, prenez en compte tous ces aspects-là dans la conception de vos produits ou de vos offres ou de vos services. C'est là où ça sera pas toujours facile, je pense, pour en tout cas les communicants ou les agences qui sont derrière, n'ayant pas non plus toute l'information à ce niveau-là. Oui. Mais ça demande une certaine transparence, encore une fois, de la part de tous les pôles de l'entreprise, et ça s'inclut dans la culture de l'entreprise, encore une fois. D'où aussi la prise de brief très importante, parce que dans le brief, en tant qu'agente, on doit aujourd'hui maintenant s'informer sur ces outils et on doit vraiment avoir la source des informations pour avoir derrière un bon message qui soit vraiment qualifié. Tout à fait. Et du coup, donc là, on a vu tout ce qui est prérequis pour pouvoir bâtir sa Ouais. stratégie de communication. Quels sont les éléments que toi, tu intègres quand tu bosses, par exemple, pour un de tes clients, dans une stratégie de communication hors média? Oui, alors c'est une bonne question. Là-dessus, moi en fait, j'ai sélectionné depuis un moment là, avec le temps, je retiens en fait 12 points essentiels pour bâtir sa recommandation stratégique de communication. Le premier, alors je les ai en fait structurés en trois chapitres. J'ai un chapitre rappel, un chapitre action et un chapitre organisation. Donc pour le chapitre rappel, là, c'est là où il y a toute l'importance de la prise de brief, c'est tout ce que on appelle le contexte. Donc il y a un contexte entreprise. Là, on va mettre les points forts de l'entreprise, les informations prioritaires qu'on a pu recevoir à l'occasion du brief. Elles sont très importantes parce qu'elles vont permettre, après, on va le voir par la suite, de déterminer et de construire l'axe de la stratégie de communication. On retrouvera également dans cette partie rappel le contexte médiatique. Donc, à partir du moment où on fait une recommandation stratégique de communication, on va donc proposer derrière des actions, des outils de communication pour prendre la parole. Alors que ce soit avec les médias ou pas, en tout cas avec tous les publics de l'entreprise. Et donc on va avoir les médias, les réseaux sociaux, les publics, les événements, etc. Donc là, c'est intéressant d'avoir un contexte médiatique dans le sens où je vais essayer de voir auprès des journalistes concernés par l'environnement de l'entreprise retenue, en tout cas cette prospect, comment eux ils voient cette entité et le marché dans lequel elle intervient. Donc pour ça, on peut faire une petite audit. Alors on va pas faire une étude de marché complète, mais là, l'agence, à cette occasion-là, elle peut auprès des journalistes faire une petite enquête et voir comment cette entreprise est perçue, comment ils la voient, quels sont les échos qu'ils en ont, et puis également après cette étude on va l'agrandir au niveau du marché dans son ensemble, avec quelques chiffres ou quelques idées représentatives de ce qui est dit sur et l'entreprise et son marché. Donc là, ça c'est vraiment la partie un petit peu audit, contexte de l'entreprise elle-même, via les médias ou alors aujourd'hui des réseaux tels que LinkedIn, c'est aussi une excellente source parce que LinkedIn, outre le réseau de recherche, c'est un excellent outil de veille. Hein, on peut aussi poser des questions, c'est assez facile, les gens répondent plutôt bien, donc ça peut nous permettre d'avoir des informations assez intéressantes aussi pour répondre à ses propres interrogations qu'on peut avoir sur cette entité-là.
Et puis enfin, dans cette partie rappel, on va également voir le fameux SWOT. Le fameux SWOT, tu sais, c'est un grand classique, mais c'est un outil d'information qui va nous aider aussi à la décision. Toujours après, on va le voir par la suite, quand on va définir notre axe de stratégie, ce SWOT va pouvoir nous aider. Hein, c'est là le fameux carré où on parle des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l'entreprise. Donc là, dedans, on retrouvera aussi, à l'occasion du brief, là, les différents éléments les plus importants qu'on aura pu synthétiser sur cette entreprise. Et puis enfin, les cibles de l'entreprise. À cette occasion, on doit, dans notre brief, bien définir avec l'entreprise quelles sont les cibles que le client souhaite toucher. Alors, aussi bien au niveau médiatique, s'il souhaite toucher les médias avec par exemple, les relations presse, mais aussi bien notre public. Quel va être le public qui souhaite toucher. Et là, on peut parler à cette occasion des fameux personas. Vous savez, le persona, c'est en quelque sorte le portrait robot d'un groupe de clients potentiels ou existants, qui va nous permettre d'analyser le comportement d'un client ou d'un prospect. À cette occasion, on peut citer, je crois que tu la connais, Florence Grégeois, qui est la pro des pros du persona et qu'on peut trouver facilement sur LinkedIn. Dans cette partie rappel, on remettra également l'objectif, ou les objectifs de l'entreprise. Donc c'est là qu'on va rappeler à cette occasion quels sont les objectifs de l'entreprise qu'elles nous auront donnés pour cette stratégie de communication. Ok, donc si je récapitule, dans cette première partie rappel, il va y avoir le contexte de l'entreprise, son contexte médiatique, il va y avoir l'analyse SWOT, des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités. Il va y avoir aussi des informations sur la cible et sur les objectifs de l'entreprise à travers cette stratégie. Donc tout ça, c'est très important. Faut pas vraiment le minimiser parce que c'est de ça qu'on va pouvoir construire notre axe de communication. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et justement, qu'est-ce que toi tu y mets dans cette deuxième partie ? On va retrouver l'axe de communication, donc on va définir avec les différents éléments qu'on vient de voir, donc en fonction du contexte général, de ses cibles, des objectifs, des commentaires, des médias qui vont être très importants pour répondre justement aux attentes de l'entreprise. Et bien là, l'agence va proposer quelle stratégie mettre en place. On va présenter l'axe de com et l'angle retenu, la position, hein, en gros, c'est le positionnement qu'on va retenir pour définir la communication qu'on va proposer derrière avec le plan de communication. D'accord ? Ouais. À cette occasion, on pourra proposer ou pas, en fonction de l'axe qui est proposé. On va aussi recommander une harmonisation des discours de communication pour permettre derrière une meilleure sensibilisation aussi des médias et des différents publics. Voilà. Et enfin, on va aussi pouvoir retrouver à cette occasion d'axe de communication un rappel. On va pas le faire là, mais on peut aussi rappeler l'utilité de la plateforme de marque d'une entreprise qui est très stratégique et très importante pour toutes les prises de parole de l'entreprise. Donc tout ça, on va le retrouver dans l'axe de communication. À ce sujet justement, sur l'élaboration, la création d'une marque, on a enregistré déjà un épisode sur Work in Process avec Sabine Maruccio sur le sujet. Je vous mettrai le lien de l'épisode dans la description, comme ça si jamais vous l'avez loupé, vous pourrez apprendre comment construire une MVB, une Minimum Viable Brand. Et donc enfin, après, une fois qu'on a vu tout ça, on va parler du plan d'action de communication. Donc on a défini notre axe de communication, on a bien validé le positionnement aussi de communication et de l'entreprise, et derrière on va proposer donc les actions de communication. Donc là on va dire qu'il y a peut-être plusieurs façons aussi de présenter, hein. Je veux dire une recommandation stratégique. C'est vrai que chaque agence a aussi un peu ses process, ses méthodes. Moi personnellement, j'en retiens deux à peu près majeurs. Donc soit je vais proposer le plan d'action justement par type d'action.
soit par expertise. Donc, soit effectivement, on peut prendre l'exemple, on va créer un événement. Admettons qu'on crée un concert. Donc là, on va proposer le concert et derrière, on va lister tous les outils, toutes les techniques et tout ce qui va être utile pour réaliser et médiatiser ce concert. Ou alors, on peut prendre un angle différent, on peut le faire par expertise et là, on va dire pour les RP, on fera ça. Pour l'événementiel, on fera ça. Pour l'édition, on fera ça. Et là, dans chaque expertise métier, on retrouvera les actions qu'on a proposées. Donc, on pourra retrouver le concert, on pourra retrouver la conférence de presse, on pourra retrouver, etc. Voilà. Donc après, ça, c'est un petit peu, c'est personnel à chaque agence. Est-ce que je vais proposer mon plan d'action par par action proposée ou par expertise métier, d'accord? Ok. C'est une façon finalement de pouvoir gérer son projet différemment en fonction aussi de la cible que toi tu as en face de toi. Oui. Et en plus, moi, je rajoute une touche, je vais dire pédagogique, c'est-à-dire que à chaque action que je vais proposer, il y aura donc toujours une expertise et des outils métiers derrière. Si par exemple on propose de faire, on va rester sur l'idée du concert, hein, ça m'est venu comme ça par hasard. Si je prends l'idée d'un concert, on va peut-être proposer de faire des RP derrière. Donc il y aura par exemple un communiqué de presse. Si je propose de faire un communiqué de presse pour mettre en avant ce concert et l'envoyer donc à la presse dite concernée, je vais expliquer, enfin, c'est quoi un communiqué de presse et à quoi ça sert. Alors, toutes les entreprises n'ont pas la culture et la connaissance comme peut l'avoir une agence parfaite des différents outils. Et je pense que si on explique bien à l'entreprise. Alors, on va peut-être pas expliquer non plus tout parce qu'il y a certains outils qui sont assez évidents, mais de bien expliquer le fonctionnement et l'intérêt de tel ou tel outil permettra à l'annonceur de mieux appréhender ces outils et donc du coup de mieux comprendre derrière le plan de communication proposé. Au final, moi j'ai pu le remarquer avec les années d'expérience, qu'en faisant ça, j'avais une meilleure perception et derrière il y avait une meilleure acceptation et du coup j'avais les recommandations passaient mieux et au final, le budget était plus important parce qu'il y avait plus d'actions et d'outils qui étaient achetés derrière. La plupart du temps, c'est vrai que si on n'explique pas pourquoi si le CP, l'intérêt ou pas, un CP c'est telle et telle chose, mais est-ce qu'il est nécessaire de faire toujours un CP pour telle ou telle action? Pas vraiment, il faut l'expliquer pourquoi. Et ça, en le faisant, effectivement, c'est mieux accepté par les entités et du coup, ils achètent derrière plus d'actions dans votre recommandation. Donc ça, je pense que la partie pédagogique est très importante. J'aime beaucoup que tu parles de ce point-là parce que c'est un élément de conduite du changement que beaucoup d'entreprises oublient de mettre en avant, c'est que en fait, quand vous voulez intégrer un changement, que ce soit sur votre stratégie de communication, sur vos process, votre structuration, c'est vraiment important en fait de se mettre à la place, comme tu le disais au tout début, de son interlocuteur. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément les connaissances, comme toi tu peux les avoir, puisque c'est toi l'expert après tout. Et en plus de ça, ça permet de reclarifier le discours avec le vocabulaire, qu'on soit sûr qu'on parle des mêmes choses et qu'on mette les mêmes définitions derrière les mêmes termes. Et en plus de ça, comme tu le disais, ça permet une adhésion beaucoup plus simplifiée et beaucoup plus fluide au changement que tu veux mettre en place. Ouais, exactement. Parce que souvent, je prends l'exemple des RP, on en parle en communication, c'est assez facile pour nous parce qu'on a l'habitude on connaît bien ce métier. Mais vous dites RP à un client, les relations presse, les relations médias, il n'a pas une réelle connaissance du fond de ce métier-là. Donc il faut lui expliquer c'est quoi, pourquoi, comment on le fait. Il faut justifier. Pour moi, il faut justifier la recommandation et surtout à chaque fois dire est-ce que par exemple ce produit, on revient sur le jean. Le client nous propose voilà, j'ai un nouveau jean. Est-ce que ce produit mérite un envoi? Est-ce que ce produit est une actualité ou est-ce que c'est pas un produit relifté entre guillemets comme on dit dans notre jargon? S'il est relifté, comment on va justifier cette communication, sachant que sur le principe, un journaliste, il ne parle jamais deux fois d'un même produit. Donc, comment on va créer avec un espèce de lifting une actualité? Voilà.
Donc ça, par exemple, le communiqué de presse peut permettre ça, mais avec telle et telle technique. Donc, il faut s'appuyer sur des outils derrière avec des techniques. Par exemple, on parle des marronniers dans notre métier, dans notre jargon. Un marronnier, hein, c'est un événement qui revient de façon régulière tous les ans, comme par exemple l'automne ou la fête des grands-mères ou Noël. Ce sont des marronniers, ils reviennent tout le temps, tous les ans à la même époque. Voilà, donc peut-être utiliser une de ces techniques pour faire d'un lifting une actualité, d'accord? Ok. Et puis, si on propose un événement, il faut expliquer le quoi et le pourquoi de cet événement, dans le sens où on est dans un océan de communication qui est saturé d'informations. Aujourd'hui, en plus avec les médias sociaux, on en a, mais tous les jours, par dizaines. Donc, il va falloir être créatif. Pour assurer une visibilité, il faut être ultra créatif et il va falloir être différent. Donc du coup, il faudra vraiment proposer le bon outil pour cette information-là. Donc est-ce que ça va être un CP, est-ce que ça va être un événement? Pareil pour votre plaquette, votre newsletter, tout ça, il faut vraiment le peser, il faut le justifier, il faut l'expliquer à votre client. Il y a des dates aussi, il faudra parler des dates. Quand vous faites une action, est-ce qu'il faut l'envoyer à telle date ou à telle date? Les journaux sont sursaturés. Quand je dis les journaux, c'est les magazines, c'est les radios, c'est les télés, même les réseaux sociaux. Ils sont sursaturés. Donc, si vous lui envoyez un produit d'automne en plein été, est-ce que c'est le moment ou pas? Oui, oui, si vous faites un mensuel qui travaille avec 4 mois d'avance. Non, si c'est un quotidien qui, lui, travaille dans la semaine. Je suis totalement d'accord avec toi. Là, on vient de voir le deuxième point de ta méthode pour pouvoir bâtir une stratégie de communication hors média, qui est justement le volet stratégique avec les axes de communication, le positionnement, le plan de communication, etc. Et il nous reste un dernier chapitre à voir dans ta méthode. Et si je dis pas de bêtises, c'est en lien avec quelque chose que j'aime beaucoup. Le dernier chapitre, c'est l'organisation. Juste avant d'arriver sur les petites méthodes, dans l'organisation, il faut bien aussi à la fin de votre recommandation baliser le rétroplanning. Parce que lui, il va vous permettre de bien accompagner dans le temps votre client pour avoir une visibilité parfaite, horizontale, comme on dit. Alors, sur la période donnée, ça peut être 6 mois, ça peut être 12 mois ou plus. Mais ça, c'est important d'avoir ce rétroplanning de façon très importante. De bien présenter aussi l'équipe dédiée. L'agence de com ne doit jamais oublier de mettre en avant et de présenter toute l'équipe qui va travailler sur cette stratégie de communication. En mettant les profils qui y sont, un petit peu un petit descriptif, parce qu'aujourd'hui c'est bien de partager cette équipe et la valeur de chacun d'eux, et puis également avec des trucs assez simples et bêtes, mais leurs coordonnées, le mail, le téléphone, etc. Le client, il doit tout avoir, il n'a pas à aller chercher dans d'autres supports, il faut tout lui mettre dans le même support. Ça, c'est aussi important. Et puis la dernière partie dans l'organisation importante, c'est le budget prévisionnel, qui va permettre de détailler pour toutes les actions proposées, les bases du budget prévisionnel pour la mission et toutes les conditions aussi. Chaque agence a ses conditions, elles sont différentes. Est-ce que vous mettez des honoraires, des frais techniques, des frais de mission? Est-ce qu'il y a une durée? Est-ce qu'il n'y a pas de durée, etc. Donc ça, tout ça, c'est la partie organisation. Elle est un petit peu administrative, mais elle est aussi très importante pour le déroulé et le bon déroulé derrière. À partir du moment où les deux parties sont au courant de l'ensemble de l'organisation, le travail peut toujours mieux se passer plus simplement derrière. Tu en sais quelque chose, tu es la reine de l'organisation, comme on le sait tous. Effectivement, tu soulignes un point très important, Fred, c'est que peu importe la mission, le travail que vous allez faire avec votre client, qu'il s'agisse de communication ou pas d'ailleurs, c'est très important dès le départ et même en amont de cadrer au maximum la collaboration pour pouvoir travailler en toute sérénité. Du coup, maintenant qu'on a fait le point sur ta méthodologie pour créer une stratégie de communication hors média performante et percutante, est-ce que tu aurais des petits hacks, des petites méthodes, des choses que les auditeurs et les auditrices du podcast pourraient piquer pour créer eux-mêmes leur stratégie de communication?
Voilà, donc je reviens sur les petites méthodes, les petits plus qu'on peut donner. Donc je le redis, il y a le fond et il y a la forme. Donc le fond, on vient d'en parler avec les prérequis. Il faut pas les, donc ils sont très importants. Et puis sur la partie forme, je dirais des petits tips, des petits conseils. N'oubliez jamais quand vous présentez, donc si vous le faites de façon orale, ce qui est quand même mieux, quand vous venez avec votre keynote ou votre PowerPoint, comme vous voulez, n'oubliez jamais que la première minute, elle est stratégique, elle est décisive. Vous devez, en moins d'une minute, logiquement on dit en quelques secondes, vous devez transmettre l'essentiel de votre message. Donc il faut toujours être percutant et rapide dans vos propos. D'accord? Là, une fois de plus, la formulation de vos messages est stratégique et vitale. On y revient toujours sur cette formulation de message, elle est majeure. N'oubliez pas, alors ça c'est un conseil de communicant aussi, on met que un seul et unique message par slide. D'accord? Ça c'est aussi très important. Si vous avez plusieurs messages, de toute façon on n'en retiendra qu'un. Donc un seul par slide. Il faut être lisible. Donc c'est vrai qu'aussi votre slide, donc très peu de mots. On dit en général qu'on ne dépasse pas les 40 mots par slide. D'accord? Ça c'est une petite aussi technique. Il faut illustrer vos propos. Si vous mettez un message, les mots n'expriment pas tout. Donc, vous pouvez mettre aussi des visuels qui vont représenter ces mots de façon, vous verrez, ils sont plus percutants, plus marquants. L'expression dit que un visuel est 100 fois plus efficace que 100 mots. Utilisez aussi un vocabulaire simple, toujours des mots simples ou une phrase clé par écran. Important, le communicant, il n'est pas là pour étaler son savoir, il a un seul objectif, il doit se faire comprendre et par tous. D'accord? Ça, pour ne pas le citer, Apple l'a toujours compris. Son message de base, c'était « Je veux être compris par tous » et il disait qu'un enfant de 5 ans devait comprendre tous ces messages. A priori, il avait plutôt bien réussi son challenge. Employer des verbes aussi, c'est important, des verbes expressifs, qui soient percutants. Utiliser moins possible faire, avoir, être, c'est bien, mais c'est trop simple et c'est pas assez percutant. Un mot, il doit être percutant, il doit être fort. Rythmez votre présentation aussi. Quand vous faites une présentation, mettez il y a des temps forts et puis aussi des silences. Souvent, parfois, le silence peut dire plus de choses. Il peut être assez fort aussi. Il est aussi percutant, le silence. Un petit conseil aussi, la plupart du temps, ça je le vois dans des recos, je vois les gens qui utilisent plein de typographies. Alors on en voit un peu de toutes les couleurs. C'est un peu guirlande de Noël, comme j'aime bien dire ça. Utilisez une seule typo. Une seule typo. Alors après, vous pouvez faire des graisses, des gras. Dans une typo, il y a toujours plusieurs formules. Enfin, regardez quand vous regardez un magazine, il a une typo. C'est pas la guirlande de Noël, il y en a pas plein. Alors il y a des light, il y a des régulars, il y a des gras, il y a des semi-gras, des demi-gras, etc. Mais on n'en garde qu'une en général. C'est plutôt plus simple. On peut lui mettre des couleurs. On peut avoir le titre par exemple en bleu et puis le contenu en noir ou ce que vous voulez, mais une seule typo. Un détail aussi sur la typo, vous n'utilisez jamais de caractère en dessous de la taille 36. Sinon, il est prouvé qu'en fait, celui qui est au fond de la classe, entre guillemets, il ira mal. Il ira pas bien, d'accord. Et puis donner des exemples aussi, imagez vos exemples quand vous utilisez des chiffres et des mots, essayez de leur donner un exemple. Je reprends Apple parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ces keynotes, comme on les appelait, quand il a lancé son premier iPod. La plupart des autres marques, on voyait, on peut utiliser ces genres 36 gigas, 2 mégabits, etc. Enfin, tout un jargon technique qui peut être compris principalement par la jante masculine, on dira, mais elle sera pas comprise par tous. Eux, ils ont pris un exemple beaucoup plus simple et qui a parlé à tout le monde. C'est le premier iPod, 400 000 musiques dans la boîte. Point.
une fois qu'on a dit ça, on a tout compris. Donc n'oubliez pas d'imager aussi vos propos, ça donner du sens en fait à vos chiffres, d'accord? Ça va permettre de les replacer dans un contexte et de voir ce qu'ils représentent. Et puis en fait un dernier détail, ça c'est un tips. Quand vous faites ça en général, quand vous présentez votre recommandation, vous êtes debout face à votre public, votre keynote est derrière vous. Regardez votre public. Logiquement, vous devez connaître votre contenu, votre présentation. Donc, ne vous mettez pas dos au public et lisez pas votre keynote, vos slides. Vous devez regarder votre public, lui faire face. Ça, c'est hyper important. Super, bah écoute, merci beaucoup Fred pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'est une véritable masterclass qu'on a eue dans cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on a des questions, si on a envie d'en savoir plus justement sur la stratégie de communication? Alors c'est assez simple, sur LinkedIn, tout simplement. Frédéric Geoffroy. Pour ceux qui ne... alors il y a beaucoup de Frédéric Geoffroy, donc cherchez bien, j'ai un portrait noir et blanc, parce qu'étonnamment, mais alors il y en a une tripotée. Donc j'ai un portrait noir et blanc, et ma bannière est bleue, et dans la bannière, il y a aussi un petit livre. Voilà, parce que je suis également auteur de différents petits bouquins en communication. Génial, justement, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre? Oui, rapidement. Alors en fait, j'ai écrit un dernier bouquin avec Pascal Turbil, un ami journaliste. On a écrit un bouquin qui s'appelle Comment réussir vos messages, qui est en fait le premier guide qui dévoile enfin, entre guillemets, tous les secrets des pros de la com. Donc nous, on a mis 3 clés dedans. On a mis 3 clés pour se faire comprendre à l'oral comme à l'écrit. En gros, on vous dit tout ce qu'il faut savoir, et alors vraiment on vous cache rien, on vous donne tous les pros, vraiment les secrets des pros, donc et du communicant et du journaliste. Donc là dedans vous avez pour les 3 clés, vous avez donc la première, c'est la charte de langage. Donc la charte de langage, en gros, c'est un outil qui permet dans l'entreprise ou ailleurs de parler d'une seule et même voix. Ça, vous avez donc toutes les recettes pour construire votre charte de langage. Après, vous avez la deuxième clé qui sont toutes les techniques de rédaction avec tous les secrets pour faire un post parfait ou un communiqué de presse ou un speech, un discours en interne, tout ce que vous allez faire. Donc là, on vous donne vraiment toutes les techniques pour réaliser ça. Et puis la dernière clé, là, on vous donne en fait des tips, des petits conseils, des trucs et astuces en fait du média training pour prendre la parole en public. Alors là, c'est pareil, hein, c'est aussi bien en interne qu'en externe en entreprise. Si demain, l'exercice le plus difficile, si vous êtes interviewé sur un JT à la télévision, mais ça peut être aussi si vous prenez la parole auprès de votre équipe, de vos personnels. Et puis demain, ça peut être également, demain, vous vous mariez, il y a, vous avez un petit speech à faire après, à la fin du mariage. Et bien là, préparez-vous parce qu'en général, c'est pas toujours facile. Voilà, donc là, vous avez vraiment dans ce guide comment vous faire comprendre, quelle technique employer pour faire passer vos messages, comment ne pas stresser devant un micro ou à l'interview d'un journaliste. Voilà, c'est toutes les questions majeures que nous on s'est posées et auxquelles on a répondu pour les partager avec le plus grand nombre, pour tout le monde. Génial. Bah, du coup, on va pouvoir retrouver et ton profil LinkedIn et le Voilà. lien vers ton livre dans la description de cet épisode. Donc, si vous voulez aller plus loin finalement que tous les conseils que Frédéric nous a partagés aujourd'hui, je vous recommande vivement d'aller acheter son bouquin qui est une pépite en termes de communication. Merci beaucoup Frédéric encore une fois pour tout ce que tu nous as partagé. J'espère que vous aussi vous avez aimé cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci Marine, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye. Cet épisode t'a plu ? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.